En moins de 2 ans, une carte réputée figée a changé de camp. Là où le Burkina Faso apparaissait comme un espace poreux, les couloirs se ferment, les routes se coupent et des bases jadis actives se vident, renversant des modèles stratégiques installés depuis une décennie. Que signifie, pour ceux qui vivent et décident à partir de ces cartes, l'irruption d'Ibrahim Traoré et la transformation du ciel en frontière active plutôt qu'en simple décor militaire ? Quand la vitesse bascule, les certitudes suivent. Si cette transformation intrigue autant, c'est parce qu'elle dépasse largement une amélioration tactique ponctuelle. Elle touche au cœur d'une question que beaucoup jugeaient tranchée depuis longtemps. Un État sahélien peut-il encore reprendre la main sur sa propre sécurité sans dépendre d'un agenda extérieur ? L'enjeu pour le lecteur est clair. Comprendre comment la vitesse devient une ressource stratégique décisive. Derrière les images d'aéronefs, de protocoles renouvelés et de cartes mises à jour, se joue en réalité un déplacement plus profond du pouvoir de décision. Lorsque le tempo change, ce ne sont pas seulement les opérations militaires qui s'ajustent, mais aussi les comportements des populations, les calculs économiques et les anticipations régionales. Ce glissement invisible explique pourquoi le cas burkinabé attire désormais l'attention bien au-delà de ses frontières. L'analyse qui suit ne cherche donc pas à célébrer un équipement ou un homme, mais à décrypter un mécanisme. Comment une décision technique portée dans un contexte contraint a pu devenir un pari stratégique capable d'influencer voisins, partenaires et adversaires. Et surtout, quelles conséquences durables ce changement de rythme impose-t-il à ceux qui doivent désormais composer avec lui ? La première rupture tient à un chiffre que beaucoup avaient sous-estimé. En moins de 24 mois, le délai moyen entre détection et réaction au nord du pays s'est contracté à un niveau qui bouleverse les routines établies. Cette compression du temps n'est pas un simple gain d'efficacité, elle inverse l'avantage historique des groupes armés. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut revenir au fonctionnement hérité. Pendant des années, les acteurs hostiles exploitaient un intervalle prévisible entre l'alerte et l'intervention. Ils entraient à l'aube, se dispersaient au crépuscule et utilisaient frontières, forêts et pistes secondaires comme des amortisseurs naturels. Le Burkina Faso n'était pas traité comme un espace souverain, mais comme un corridor ouvert, où la géographie offrait protection et profondeur. L'armée nationale, étirée sur un vaste territoire, opérait depuis des avant-postes trop espacés, appuyés par un renseignement fragmenté et souvent dépendant de relais extérieurs. L'information arrivait tard, parfois trop tard pour infléchir l'issue d'une incursion. Les tentatives internationales n'ont jamais totalement comblé cet écart. Drones partenaires, conseillers tournants et opérations conjointes répondaient à des calendriers pensés ailleurs, rarement synchronisés avec l'urgence vécue sur le terrain. Dans ce paysage, les groupes armés dominaient moins par la force brute que par la maîtrise du tempo. Agir vite, disparaître vite, recommencer ailleurs, telle était la matrice. C'est précisément cette matrice que la séquence actuelle remet en cause. Le changement ne part pas d'un choc spectaculaire, mais d'une variable longtemps identifiée et jamais traitée à grande échelle, l'effacement du retard structurel. La compréhension que le contrôle du terrain sahélien devient impossible sans contrôle du ciel ouvre une phase nouvelle, où l'air cesse d'être une contrainte pour devenir un multiplicateur stratégique. Dans cette reconfiguration, le leadership d'Ibrahim Traoré apparaît non comme un détail politique, mais comme un catalyseur doctrinal. La question n'est plus de savoir qui agit, mais à quelle vitesse un État peut reprendre l'initiative. Les premiers signes du changement ne viennent pas des communiqués officiels, mais du terrain. Dans une zone pastorale du Nord, un officier raconte une patrouille banale, sans accrochage ni alerte majeure. Pourtant, ce jour-là, des éleveurs qui évitaient jusque-là tout contact mentionnent spontanément une baisse inhabituelle des passages armés près de leur pâturage. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais ce détail indique déjà un déplacement du risque, perçu avant même d'être mesuré. Un second épisode, survenu dans un village frontalier, confirme cette inflexion. Une cellule d'alerte communautaire transmet une observation en moins de 5 minutes. Auparavant, il fallait près d'une demi-heure pour relayer une information similaire.
Cette seule réduction permet à une petite équipe mobile d'arriver avant la dispersion habituelle des groupes hostiles. Le résultat n'est pas une confrontation spectaculaire, mais une absence. L'attaque attendue n'a pas lieu. Ce qui frappe les acteurs locaux, ce n'est pas la puissance déployée, mais la fiabilité nouvelle de la réponse. Lorsque les habitants constatent qu'un signal n'est plus perdu dans la chaîne, leur comportement évolue. Les hésitations diminuent, les informations gagnent en précision, et la coordination devient plus fluide. Le renseignement cesse d'être un flux à sens unique pour devenir un échange. Dans les cercles militaires, ces micro-cas sont rapidement interprétés comme les premiers effets tangibles du système porté par Ibrahim Traoré. Ils révèlent une transformation plus large, un autre rapport entre population, information et décision. Chaque interaction réussie renforce la suivante, créant une dynamique cumulative difficile à inverser. Et, plus concrètement, la rapidité redéfinit la sécurité au quotidien. L'activation du nouveau dispositif ne commence pas par une annonce, mais par une accumulation de gestes discrets. Pendant plusieurs semaines, des vols d'essai s'enchaînent sans publicité. Les trajectoires s'y sont répétées à basse altitude, les capteurs thermiques et calibrés, les approches nocturnes ajustées. Pour l'observateur extérieur, rien ne semble changer. Pour les unités au sol, en revanche, un signal apparaît. Les demandes de reconnaissance sont traitées plus vite et les confirmations n'arrivent plus en heures, mais en minutes. Ce glissement technique marque le véritable point de départ. Avant cette phase, la logique était connue de tous. Une alerte surgissait, la chaîne se mettait en branle, puis le temps s'étirait. Les groupes armés comptaient sur cet intervalle. Ils traversaient les frontières au crépuscule, frappaient brièvement, puis se dispersaient avant toute réponse coordonnée. L'après était presque aussi prévisible que l'attaque elle-même. Après l'activation, cette mécanique se dérègle. Lorsqu'une colonne armée tente une incursion selon le schéma habituel, la séquence ne se déroule plus comme prévu. Une alerte communautaire est transmise, une patrouille capte une signature thermique, un opérateur confirme. En une douzaine de minutes, un appareil décolle. En moins d'une demi-heure, la colonne se fragmente, privée de sa zone de regroupement. Pour la première fois depuis des années, l'avantage temporel disparaît avant même que l'action ne commence réellement. La montée en intensité est immédiate. Les groupes hostiles testent les limites du système. Ils fractionnent leurs convois, modifiant leurs horaires, multiplient les itinéraires secondaires pour saturer la détection. Mais la réponse nationale s'ajuste à son tour. Les cartes sont réécrites presque quotidiennement. Les routes de fuite, autrefois considérées comme sûres, deviennent des espaces surveillés. L'hésitation s'installe. Des erreurs apparaissent. Parfois, le simple bruit d'un rotor suffit à interrompre un mouvement, même lorsqu'aucun appareil n'est réellement en vol. C'est dans cette phase que les analystes commencent à percevoir le rôle structurant du leadership d'Ibrahim Traoré. Non pas dans l'usage d'un matériel particulier, mais dans la capacité à imposer une cohérence d'ensemble. Le système ne cherche pas l'affrontement permanent. Il vise à épuiser l'initiative adverse, à rendre chaque tentative plus coûteuse et moins prévisible. La séquence d'usure change de camp. Les effets ne sont ni spectaculaires ni immédiats, ils s'accumulent. Des villages proches des frontières rapportent moins d'incursions nocturnes. Les patrouilles retrouvent des traces plus cohérentes. Les réseaux d'éleveurs signalent une baisse des mouvements suspects. Certains sanctuaires se vident, d'autres se déplacent vers des zones moins favorables. Chaque attaque manquée ouvre un intervalle plus large pour consolider le dispositif. À mesure que ces épisodes se répètent, un phénomène secondaire apparaît. La région observe. Les capitales voisines recalculent leurs risques, les contingents étrangers réévaluent leur modèle d'intervention. Les alliances internes des groupes armés se recomposent sous la pression. La présence aérienne ne modifie pas seulement le champ de bataille national, elle reconfigure les équilibres au-delà des frontières. La séquence ne se lit donc pas comme un moment isolé, mais comme une chaîne continue. On peut résumer cette chaîne ainsi: activation, montée, ajustement, érosion. À chaque étape, le temps devient l'arbitre central. Et c'est précisément ce déplacement du tempo qui transforme une série de décisions techniques en paris stratégiques durables. Avant la réforme, le délai moyen entre détection et réaction dépassait régulièrement 45 minutes. Aujourd'hui, il descend ponctuellement autour de 12. Cette contraction du temps
constitue la pierre angulaire du nouveau dispositif, car elle réduit brutalement la marge d'évasion qui structurait les tactiques adverses. Autrement dit, cette réduction raccourcit la fenêtre d'évasion et neutralise l'avantage temporel. La première mesure concerne donc la chaîne décisionnelle. Lorsque l'intervalle se resserre, chaque étape perd son inertie. Alerte, validation, projection. Ce qui prenait autrefois la forme d'une succession lente devient une séquence quasi continue. Les groupes armés ne disposent plus du temps nécessaire pour exploiter les délais administratifs ou les hésitations opérationnelles. La donnée n'indique pas une victoire automatique, mais un changement de probabilité. Une action détectée tôt, puis traitée rapidement, force l'adversaire à agir sous contrainte permanente. La deuxième donnée touche à la couverture opérationnelle des zones sensibles. Avant le basculement, les patrouilles aériennes ne concernaient qu'une fraction limitée des secteurs critiques durant les heures les plus risquées. Désormais, cette couverture dépasse 40%, selon plusieurs officiers impliqués dans la coordination. En pratique, cette extension transforme une surveillance fragmentée en présence continue sur zone clé. Ce saut quantitatif modifie la géographie perçue du terrain. Des axes jadis considérés comme des refuges deviennent incertains. La continuité de l'observation réduit les zones grises, là où les groupes armés pouvaient auparavant se recomposer sans pression. La couverture accrue ne signifie pas omniprésence, mais elle impose une incertitude constante, obligeant les réseaux hostiles à fragmenter leurs mouvements et à multiplier les détours. Cette dispersion a un coût logistique et psychologique mesurable. La troisième donnée concerne la réactivité communautaire. Avant la transformation, le relais d'une alerte villageoise prenait en moyenne une trentaine de minutes. Aujourd'hui, les équipes locales rapportent des transmissions en 5 minutes grâce à des protocoles simplifiés. De fait, cette accélération en fait des communautés des capteurs avancés du dispositif. Ce chiffre illustre un basculement social autant que technique. La population n'est plus un simple environnement passif, mais un acteur intégré à la boucle décisionnelle. La réduction du délai renforce la confiance. Signaler devient utile, car la réponse est perceptible. Cette dynamique améliore la qualité de l'information, ce qui en retour renforce la pertinence des décisions prises en amont. Prises ensemble, ces trois deltas dessinent une ossature cohérente. Ils ne prétendent pas expliquer à eux seuls l'ensemble de la transformation, mais ils en révèlent la logique interne. Chaque minute gagnée s'additionne à la précédente, créant un effet cumulatif que certains analystes décrivent comme un engrenage temporel. La rapidité devient une contrainte psychologique autant qu'un facteur tactique. Dans cette architecture, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît dans la manière dont les chiffres s'insèrent dans une vision plus large. La supériorité locale ne se mesure plus uniquement en effectifs ou en matériel, mais en capacité à comprimer le temps. Une armée qui agit vite n'élimine pas toutes les menaces, mais elle reprend l'initiative avant même le premier contact. Ces données, replacées dans leur environnement régional, signalent le franchissement d'un seuil. La vitesse n'est plus un avantage ponctuel, elle devient une ressource stratégique structurante, capable de redéfinir durablement les équilibres du terrain. Deux interprétations structurent le débat depuis le début de la transformation sécuritaire au Burkina Faso. La première soutient que l'avantage observé ne peut être que transitoire. Selon cette lecture, les groupes armés disposent d'une capacité d'adaptation quasi permanente. Ils fragmentent leurs unités, modifient leurs routes, se fondent dans la population et exploitent les failles logistiques inévitables d'un dispositif sous tension. Dans cette perspective, toute supériorité technologique finit par être contournée. Le ciel, aussi présent soit-il, ne ferait que déplacer temporairement le problème sans le résoudre. La seconde thèse avance au contraire que la dynamique actuelle marque un tournant plus profond. Ses défenseurs estiment que l'enjeu ne réside pas dans l'outil, mais dans la synchronisation nouvelle entre renseignement, décision et action. Lorsque ces trois éléments fonctionnent dans une boucle resserrée, l'adversaire ne fait pas que s'adapter. Il perd progressivement sa liberté de manœuvre. Le système ne cherche pas à bloquer chaque mouvement, mais à réduire l'espace des options disponibles jusqu'à rendre l'initiative trop coûteuse. Pour arbitrer entre ces deux positions, il faut s'appuyer sur les signaux observables. Depuis la mise en place du nouveau dispositif,
plusieurs comportements insurgés ont évolué simultanément. Les convois se fragmentent plus vite qu'auparavant. Certaines routes historiquement utilisées sont abandonnées. Des cellules se déplacent vers des zones plus éloignées du centre opérationnel national. Ces ajustements ne relèvent pas d'une simple ruse tactique isolée, mais d'un rétrécissement tangible de la marge d'action. Un autre élément renforce cette lecture. La transformation n'est pas le produit d'un équipement unique, mais d'une doctrine intégrée structurée sous le leadership d'Ibrahim Traoré. Ce cadre doctrinal modifie la matrice décisionnelle des acteurs hostiles. Leur capacité d'adaptation demeure réelle, mais elle s'exerce désormais dans un environnement plus contraint, où chaque erreur coûte davantage et où chaque retard amplifie les pertes. La synthèse qui se dégage est nuancée. Oui, un cycle d'adaptation subsiste, mais pour la première fois depuis longtemps, la réactivité nationale semble avoir pris l'avantage. Le débat ne porte plus sur la possibilité de s'adapter, mais sur le prix à payer pour le faire. Le ciel devient une hypothèse permanente. À ce stade, la transformation change de nature. Jusqu'ici, il s'agissait surtout de délais raccourcis et de séquences mieux coordonnées. Désormais, un basculement psychologique s'opère. Les réseaux hostiles n'anticipent plus uniquement les mouvements au sol. Ils doivent intégrer la possibilité constante d'une intervention venue d'en haut, même lorsque rien n'est visible. Cette incertitude modifie la prise de décision à tous les niveaux. Ce détail, souvent sous-estimé, redéfinit le calcul du risque. Lorsqu'un acteur ne peut plus distinguer les moments sûrs des moments exposés, il agit moins, se disperse davantage et retarde ses initiatives. L'absence d'appareil en vol n'est plus une garantie. Le simple soupçon suffit à infléchir un itinéraire ou à annuler un regroupement. Pour les analystes régionaux, ce point marque un tournant. Le Burkina Faso n'agit plus seulement sur son territoire immédiat, il influence les anticipations de ses voisins, qui ajustent leurs propres dispositifs pour éviter d'être entraînés dans une dynamique incontrôlée. La sécurité cesse d'être strictement locale et devient un facteur d'interdépendance régionale. Dans cette lecture, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme structurant. La doctrine qu'il impulse ne repose pas sur la démonstration de force, mais sur l'installation d'une contrainte permanente. Le ciel n'est plus un outil ponctuel, il devient un paramètre mental intégré à chaque décision adverse. C'est ici que le changement de tempo révèle toute sa portée. Les effets de la transformation sécuritaire se lisent d'abord à l'échelle de l'État. La compression des délais de réaction, parfois réduits à une douzaine de minutes, modifie la manière dont l'administration projette ses moyens. Moins de ressources sont absorbées par l'urgence permanente, davantage peuvent être consacrés à la consolidation territoriale. Les centres de commandement, autrefois dépendants de relais extérieurs pour certaines capacités critiques, gagnent en autonomie opérationnelle. Cette crédibilité retrouvée ne se mesure pas seulement en efficacité militaire, mais en capacité institutionnelle à tenir dans la durée. L'État cesse d'être perçu comme réactif par défaut et commence à apparaître comme organisateur du tempo. Sur le plan économique, les conséquences sont plus indirectes mais structurantes. La baisse des incursions dans plusieurs zones du Nord réduit les perturbations sur les axes commerciaux et les couloirs pastoraux. Des transporteurs évoquent une diminution des interruptions forcées, signe que la logistique devient légèrement plus prévisible. Cette évolution, encore fragile, permet à certains acteurs locaux de réactiver des circuits suspendus depuis des mois, parfois des années. Pour les petites et moyennes entreprises, le changement n'est pas l'absence totale de risque, mais la possibilité de l'anticiper. Une menace prévisible est un coût calculable. Une menace diffuse paralyse l'investissement. Pour les populations, l'impact est d'abord psychologique. Dans plusieurs villages, le simple fait de savoir qu'une réponse rapide est possible modifie les comportements. Les signalements augmentent, les déplacements nocturnes diminuent et la coopération avec les unités locales devient plus fluide. Le sentiment d'abandon, longtemps dominant, commence à reculer. Cette évolution ne signifie pas une confiance totale retrouvée, mais une rupture avec la résignation. La vitesse, en devenant perceptible, agit comme un outil de réassurance collective. À l'échelle régionale enfin, les répercussions sont immédiates. Les capitales voisines ajustent leur modèle de risque face à un acteur désormais capable d'influencer les équilibres frontaliers. Le Mali
Eteyenei et le Niger, engagés dans leur propre recomposition sécuritaire, observent l'avantage qu'un partenaire réactif peut offrir dans la gestion des corridors transfrontaliers. Parallèlement, certains acteurs extérieurs réévaluent leur marge d'intervention, conscients qu'une opération mal calibrée pourrait déclencher des réactions en chaîne difficiles à maîtriser. Pris ensemble, ces 4 niveaux montrent que la transformation dépasse largement le champ militaire. Elle redessine les flux économiques, altère les comportements civils et réajuste le calcul stratégique d'États entiers. Sous l'impulsion de la doctrine mise en place par Ibrahim Traoré, la vitesse devient un facteur structurant du pouvoir. Elle ne garantit pas la stabilité, mais elle change la manière dont chacun doit désormais composer avec elle. À l'horizon des prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent à partir des tendances observées. Elles ne décrivent pas des certitudes, mais des cadres de lecture pour interpréter les signaux à venir. Dans un scénario de base, celui de la stabilisation contrainte, le dispositif actuel se consolide sans expansion majeure. Les délais de réaction restent compressés, même si les capacités aériennes demeurent sollicitées à leurs limites. Les groupes armés continuent de s'adapter, mais sans retrouver l'initiative temporelle qui structurait leurs actions passées. Les capitales voisines maintiennent une posture prudente, ajustant leur modèle de risque sans basculer dans une coopération formelle approfondie. Ce scénario installe un équilibre fragile où la vitesse nationale contient la menace sans l'éliminer totalement. La sécurité progresse par paliers au prix d'une vigilance constante. Dans un scénario optimiste, celui du renforcement structurel, une amélioration logistique permet de maintenir les appareils en opération plus régulièrement, tandis que l'intégration des sources de renseignement gagne en maturité. Les communautés locales, encouragées par des réponses fiables, renforcent leur rôle dans les chaînes d'alerte. Les corridors frontaliers connaissent une baisse mesurable des mouvements hostiles, rendant les flux économiques plus prévisibles. Dans ce contexte, une coordination régionale plus assumée pourrait émerger, esquissant un noyau sahélien capable de gérer une large part des incidents sans dépendance excessive à des partenaires extérieurs. La vitesse cesse alors d'être seulement défensive et devient un levier de stabilisation collective. Dans un scénario pessimiste, celui de la surcharge et de la dérive, les contraintes techniques s'accumulent. Les cycles de maintenance s'allongent, les appareils passent davantage de temps au sol et les intervalles réapparaissent. Les groupes armés exploitent ces fenêtres pour reprendre l'initiative dans certaines zones. Parallèlement, des pressions géopolitiques accrues, venues de rivalités régionales ou d'inquiétudes extérieures, alimentent une spirale de méfiance. Une surenchère discrète s'installe, rendant chaque opération plus coûteuse et chaque erreur plus lourde de conséquences. La vitesse, mal entretenue, se transforme alors en facteur d'instabilité. Pour lire correctement ces scénarios, une recommandation analytique s'impose. Considérer la vitesse non comme un avantage ponctuel, mais comme une ressource stratégique. Sa conservation dépend autant de la logistique, de la doctrine et de l'adhésion sociale que du matériel lui-même. C'est à cette condition que les fluctuations à venir pourront être interprétées sans céder aux lectures hâtives. Pour saisir la portée réelle de la transformation en cours, il faut déplacer le regard vers ceux qui en ressentent les effets concrets sans toujours apparaître dans les analyses stratégiques. 3 publics se distinguent, chacun confronté à un changement de perspective spécifique. Le premier est celui des populations directement exposées. Dans les zones longtemps marquées par l'incertitude, la diminution de certaines incursions et la rapidité perçue de la réponse modifient les comportements quotidiens. Les déplacements les sont planifiés différemment, les signalements deviennent plus fréquents et la coopération avec les relais locaux gagne en régularité. Pour ces habitants, la sécurité ne se mesure pas en déclarations officielles, mais en minutes gagnées sur la peur. La vitesse devient une forme de prévisibilité minimale suffisante pour ajuster les choix de vie. Le deuxième public regroupe les acteurs économiques locaux, transporteurs, commerçants et petites entreprises,
lisent la situation à travers le prisme des flux. Une logistique légèrement plus stable permet de réactiver des itinéraires, de renégocier des délais et de recalculer les marges de risque. Il ne s'agit pas d'un retour à la normalité, mais d'une réduction de l'incertitude. Dans un environnement contraint, cette nuance suffit parfois à relancer des échanges auparavant suspendus. Le troisième public est constitué des observateurs extérieurs. Diplomates, analystes et institutions régionales perçoivent dans cette transformation un déplacement des équilibres. Le Burkina Faso impose désormais un tempo inattendu, obligeant chacun à revoir ses hypothèses. Certains y voient une opportunité de recomposition régionale, d'autres une source potentielle de friction. Tous, cependant, reconnaissent que les variables du calcul sahélien ont changé. Ces trois lectures convergent vers un même constat. La transformation ne relève pas uniquement du champ militaire. Elle touche au comportement, aux flux et aux anticipations. Sous l'impulsion de la doctrine associée à Ibrahim Traoré, la vitesse devient un langage partagé, compris différemment selon les acteurs, mais structurant pour tous. Toute transformation fondée sur la vitesse ne peut tenir dans le temps sans une architecture capable de l'absorber. Le dispositif mis en place a démontré son efficacité initiale, mais sa pérennité dépend désormais de plusieurs étapes clés qui conditionnent sa stabilité. La première consiste à sécuriser durablement la chaîne logistique aérienne. Les plateformes engagées exigent des cycles de maintenance réguliers, un accès constant aux pièces critiques et des équipes techniques formées localement. Sans cette base matérielle, la compression des délais risque de se relâcher précisément au moment où la pression adverse s'intensifie. La vitesse ne se conserve que si elle est entretenue. La deuxième étape vise l'unification complète des flux de renseignements. Les données communautaires, les observations au sol et les détections aériennes doivent converger vers un système unique doté de protocoles clairs et partagés. Cette intégration réduit les angles morts et évite les décisions fragmentées. Plus la boucle informationnelle est cohérente, plus la décision gagne en précision et en rapidité. La troisième étape repose sur la formation continue des unités locales. Chaque échelon, des patrouilles au centre de coordination, doit maîtriser les procédures d'alerte et de liaison. L'autonomie du dispositif dépend de cette compétence humaine, capable de maintenir le tempo même lorsque certaines capacités techniques sont temporairement indisponibles. Une quatrième condition concerne la coordination régionale. Sans alignement minimal avec les pays voisins, les corridors d'évasion se déplacent au lieu de disparaître. Une coopération pragmatique permettrait de réduire ces zones grises sans créer de surenchère. Enfin, un mécanisme d'évaluation régulière s'impose. Le suivi des délais de réaction, des signalements communautaires et des mouvements transfrontaliers offre un indicateur de cohérence. Sous l'impulsion de la vision portée par Ibrahim Traoré, cette feuille de route vise un objectif simple: transformer un avantage conjoncturel en capacité durable. Le retour au terrain éclaire ce que les chiffres ne disent jamais entièrement. Les villages évoqués plus tôt, ceux où les éleveurs observaient autrefois l'horizon avec prudence, composent aujourd'hui un paysage légèrement différent. Rien de spectaculaire, pas de bascule soudaine, mais une respiration nouvelle, presque imperceptible, qui modifie les gestes quotidiens. Une route réempruntée à l'aube, un signal transmis sans hésitation, un silence nocturne moins chargé d'anticipation. Ces micro-changements rappellent que la transformation ne s'est jamais jouée uniquement dans les centres de commandement. Elle s'est construite dans l'articulation entre information locale, décision rapide et action crédible. Le ciel, longtemps perçu comme lointain, s'est rapproché du vécu, non comme une promesse abstraite, mais comme une possibilité concrète. C'est là que le fil se referme. Ce qui avait commencé par un ajustement technique s'est transformé en cohérence systémique. Sous l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré, la vitesse n'est plus seulement un outil opérationnel. Elle devient un langage partagé entre l'État et ceux qu'il protège. La sécurité n'apparaît plus comme un état figé, mais comme un mouvement entretenu. Elle avance par continuité, non par rupture. Quand le tempo tient, l'espoir s'ancre. À ce stade, une certitude s'impose. La transformation observée ne se réduit ni à un moment politique, ni à une innovation isolée. Elle pose une question plus large sur la manière dont des sociétés confrontées à une pression constante peuvent reprendre prise sur leur avenir en réorganisant leurs priorités. La vitesse, ici, n'est ni un slogan ni une promesse abstraite. Elle devient un principe d'action.
lisible dans les décisions publiques comme dans les gestes ordinaires. Cette dynamique invite à dépasser les lectures simplistes. Elle oblige à regarder comment un État, des communautés et un environnement régional s'influencent mutuellement lorsque le tempo change. Elle rappelle aussi que toute avancée reste fragile, dépendante de choix continus, de corrections discrètes et d'une attention portée aux signaux faibles. Pour celles et ceux qui suivent l'évolution du Sahel, cet espace demeure ouvert, non pour figer un verdict, mais pour observer, comparer et questionner les trajectoires à venir. Les prochains mois diront si le rythme acquis peut se maintenir, s'élargir ou se dissiper. Comment, selon vous, ce changement de tempo pourrait-il influencer l'avenir régional à plus long terme ?